pour votre présence à ces deux conférences organisées ce soir dans le cadre du Salon du Livre Athéna, dont le thème de cette troisième édition porte sur la créolisation, un engagement de civilisation. La créolisation intègre parfaitement la réflexion du Nil au monde. Elle nous rappelle que nous sommes issus d'un berceau culturel jeune, fait des apports du monde d'hier et d'aujourd'hui. Des esclaves, des engagés, des colons, des migrants qui ont construit cette île et créé un habitus créole connu, au-delà de nos rivages. La Réunion a écrit pour le monde son passé, son présent. Son métissage est connu. Métissage de sa population, métissage culturel, métissage culinaire. Son présent, c'est la construction d'un projet commun, porteur d'ambition pour sa jeunesse, respectueux des cultures. Son futur reste à inventer. Au cours de ces 4 conférences, des questions relatives à cette thématique seront abordées par nos spécialistes invités pour la circonstance. Ce soir, ce sera d'abord M. Jean-Claude de Lestrac qui débutera ce cycle. Il nous parlera de l'Indienne-Océanie, socle et tremplin des îles du sud-ouest de l'océan Indien. Monsieur de Lestrac est un homme public, mauricien, homme politique, diplomate, écrivain, journaliste, et connaissant parfaitement les problématiques des îles de l'océan Indien. La deuxième conférence sera présentée par M. Éric Fotorino aux alentours de 19 h et concernera la créolisation, l'aventure ambiguë. Titre évocateur sur une histoire certes pleine d'ambiguïté, mais aussi de questionnement. Demain, nous aurons 2 autres conférences, toutes aussi riches. Il s'agira de réfléchir avec Madame Laurence Pourchaise, anthropologue, sur la naissance, petite enfance et créolisation. Enfin, nous terminerons la journée du vendredi par une intervention de M. Lionel Trouillot, qui est originaire d'Haïti, qui est professeur de littérature, journaliste, écrivain, sur une thématique ô combien théorique, la créolisation quand on théorise de bon sens. Comme vous le constatez, durant ces 2 jours, nous aurons l'occasion d'écouter ces interventions, mais aussi de participer de manière interactive aux débats qui s'ensuivront. Je vous remercie pour votre attention et je vous invite à présent à accueillir M. de Lestrac. Merci à tous. Merci, et merci à tous ceux qui sont là. L'Indienne-Océanie ne fait pas encore courir les foules, mais ça viendra, je vous l'assure. Pour moi, en tout cas, c'est un vrai bonheur à ce salon de voir inscrire au programme des conférences la belle appellation de l'Indienne-Océanie. Et je remercie le Salon Athéna de m'offrir l'occasion d'en parler et de vous inviter à aller à la rencontre de cette Indienne-Océanie. De quoi parlons-nous? Quand l'Indienne-Océanie existe, elle est d'abord une intuition de poète. C'est dans les années 1960, en 1961 pour être précis, lors d'un colloque international à Antananarive, un colloque réunissant des écrivains du sud-ouest de l'océan Indien, des historiens, que le poète mauricien Camille de Roville
invente ce néologisme. Il parle d'un nouvel humanisme au cœur de l'océan Indien. C'est l'expression qu'il utilise et qu'on va retrouver souvent par la suite dans tous les écrits sur l'Indien Océanie. Un nouvel humanisme au cœur de l'océan Indien. Il le décrit comme le produit d'un métissage à la fois psychique et biologique, en quelque sorte notre créolisation. Il nous devance et il explique, il démontre comment ce substrat est perceptible dans la littérature francophone des îles du sud-ouest de l'océan Indien. C'est ce nouvel humanisme au cœur de l'océan Indien qu'il nomme indiano-océanisme. Il va entamer à partir de là une réflexion dans un grand nombre d'écrits sur nos identités insulaires des peuples de l'océan Indien, pour démontrer qu'il y a des caractéristiques propres à ces terres qui sont en réalité un archipel. Jean Albany, Jean-Georges Prosper, et plus récemment Gilbert Aubry. Donc ces écrivains, l'Indienne-Océanie est d'abord donc une intuition de poète. C'est juste que le salon d'Athéna ait choisi de nous inviter à réfléchir sur ce concept de l'Indienne-Océanie. Elle est encore peu étudiée dans nos institutions, dans nos écoles, dans nos universités, mais elle est de plus en plus assumée et elle est en tout cas vécue en tant que telle. Maintenant, il y avait énormément de protections, énormément de choses qui étaient utilisées, donc à la fois pour les prières. Vous avez ici l'oraison à Saint-Charlemagne, qui est aussi quelque chose qui protège contre les sorts. Et puis vous avez quelques petits objets qu'on peut trouver comme ça chez les gens et qui sont là pour protéger les bébés. J'en ai une collection absolument énorme qui circule d'ailleurs de musée à musée en métropole. Il y a énormément de choses. Alors, quand je vous dis que là, le passé, c'est aussi le présent, ben oui, c'est à la fois le passé, mais à la fois toutes ces choses-là, elles existent toujours, on les voit toujours. Les sages-femmes qui travaillent ici dans les maternités voient toujours des femmes qui viennent accoucher avec leurs petits sachets d'accouchement autour des reins, des enfants avec ce qu'on appelle des garanties en créole, des amulettes en gros pour être protégés contre les sorts, contre des tas de choses en fait. Donc avec à chaque fois, on retrouve la même chose que pour le placenta, des origines annoncées qui ne sont pas toujours les origines réelles. Par exemple, ces petits cordons d'accouchement, moi j'en ai trouvé des noirs, j'en ai trouvé des blancs. Bon, je me suis dit forcément ils n'ont pas la même origine. Bon. Et puis j'ai commencé à en récupérer, puis à les ouvrir, hein, évidemment, pour savoir ce qu'il y avait dedans. Si je les ouvre pas, je ne vais pas savoir ce qu'il y a dedans. Donc je les ai ouverts, je me suis rendu compte qu'il y avait la même chose. C'était des prières catholiques. Sauf que les noirs, on m'avait dit, tu vois, là, le noir il est indien, puis le blanc il est catholique. Ah oui, mais c'est la même prière catholique dans le noir et dans le blanc. Alors le noir, qu'est-ce que c'est? C'est le blanc qui a été teint en noir. Tout simplement, mais il n'a pas une origine indienne du tout. C'est des choses qui se commandent toujours à Alès, chez les frères spiritains. C'est des sachets d'accouchement et il y a toujours tout parce que derrière l'anthropologie, il y a l'économie aussi, hein, il y a un marché. Donc ça se commande toujours, on peut les payer, ça vaut une dizaine d'euros, ça se commande à Alès, chez les frères spiritains, si vous voulez faire des commandes. Vous pouvez toujours commander des petits sachets d'accouchement que vous pouvez soit teindre en noir et puis dire, bah tiens, celui-là c'est un sachet Malbar, et puis laisser en blanc, celui-là il est catholique. Bon. Donc, en fait, il n'y a pas de concordance entre ce que les gens disent ou pensent savoir et la réalité des choses. Mais ils revendiquent quelque chose, et ça, c'est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'ils en font concrètement. Comment ils s'arrangent avec ça. Et la créolité, on va voir que c'est aussi s'arranger avec ça, faire avec, organiser les choses.
Donc je vous disais que jusqu'aux années 70, tous ces accouchements, en fait, ils se passaient à la maison. Et donc les matrones, elles avaient vraiment une grande importance. Je vous disais qu'on ne s'intéressait pas de savoir de quelle origine était la femme. Ce qu'on voulait, c'était qu'elle soit efficace et qu'elle fasse bien son travail. Et dans la plupart des cas, d'ailleurs, elles faisaient très bien leur travail. Elles avaient même des connaissances obstétricales qui étaient extrêmement avancées et qui d'ailleurs parfois, pour certaines d'entre elles, sont même plus enseignées maintenant dans les écoles de sages-femmes où elles sont enseignées vraiment en toute fin de cursus. Je pense à des manœuvres obstétricales tout à fait particulières pour lesquelles maintenant on fait des césariennes. Dès lors que le bébé se présente comme ça, c'est immédiatement les césariennes. À l'époque, elles savaient faire les accouchements dans ces situations un petit peu compliquées. Et donc ces sages-femmes, ces femmes sages, on les appelait à La Réunion, on les appelait matrones ou femmes sages, pour les différencier des sages-femmes, pour le coup, qui étaient formées à la médecine occidentale. Elles étaient vraiment importantes parce qu'elles contribuaient vraiment à la diffusion des savoirs. Elles faisaient en sorte que tout ce qu'elles savaient, elles, soit transmis aux femmes pendant toute cette période, qui était la période de la naissance. Et elles connaissaient également, c'est pas anodin non plus, on va le voir, les usages des plantes médicinales, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas de médicaments. Les femmes se soignaient essentiellement pendant cette période de la naissance avec des plantes médicinales. Et les plantes médicinales, là encore, on retombe sur les origines, on retombe sur la connaissance des végétaux, et ça va nous amener encore une petite pierre sur la question de la créolisation. D'autres femmes dont on mesure rarement l'importance aussi dans ce processus de créolisation, c'est celles qu'on a appelées à La Réunion les nanaines. Alors les nanaines, et vous remarquez d'ailleurs que depuis tout à l'heure, je vous parle beaucoup de femmes. Et oui, créolisation, c'est souvent masculin. Et moi, je trouve que les femmes, sur le processus de créolisation, elles ont peut-être amené au moins autant de choses que les hommes. Et c'est pour ça que j'ai peut-être un peu tendance à essayer de mettre en avant, de valoriser les apports des femmes. Alors c'est vrai qu'en travaillant sur la naissance en même temps, c'est quand même assez logique. Donc les nanaines, c'était des femmes qui avaient la responsabilité des enfants, qui les gardaient, mais elles ne faisaient pas que ça. Elles étaient vraiment des personnes qui étaient très importantes dans les familles, qui étaient souvent une seconde maman, parfois même plus importante que la mère biologique pour les enfants qu'elles élevaient. Je me souviens, il y a de ça une vingtaine d'années, d'un homme politique qui s'appelait Raymond Barre, qui était réunionnais, qui était revenu à La Réunion pour la première fois depuis des années, et la première personne qu'il avait demandé à voir en descendant de l'avion, c'était pas le président de la région, c'était pas le président du département, c'était pas le maire de Saint-Denis, c'était sa vieille nainaine. C'était pour lui la personne qui avait eu le plus d'importance dans son existence, qui l'avait poussé, qui avait fait de lui ce qu'il était, et elle était la première personne qu'il avait voulu voir. Et en fait, ces nainaines, elles ont eu vraiment une grande importance, parce que la plupart du temps, c'était des femmes d'origine très modeste, qui donc avaient ces savoirs qui étaient des savoirs populaires, que parfois on n'avait pas dans les familles de la petite bourgeoisie dont elles gardaient les enfants, et elles ont transmis des pans entiers du patrimoine culturel, en fait, à ces enfants qu'elles ont fait grandir. Et donc, toute la création culturelle qui a résulté de tout ça, en fait, les nainaines en ont été les porteuses pour une bonne part. Elles sont vraiment, sous-représentées, sous-valorisées.